Salut tout le monde, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois avec le format avec Thomas Bayo de la marque Bayo vous avez bien plu. Donc cette fois-ci j'ai décidé aussi de faire un petit entretien avec un autre créateur, un designer horloger. Et cette fois-ci j'accueille du coup sur la chaîne William Volkoff. Donc salut William, je suis content de te recevoir sur la chaîne pour que tu nous parles un petit peu de tes montres, de ton concept. Bonjour, bonsoir, et William. Merci de m'accueillir et j'ai essayé de répondre à toutes ces questions et à partager un petit peu le pourquoi du comment. C'est ça, bah oui. Alors je pense que c'est vrai qu'en France, je pense pas que tu sois beaucoup connu en tout cas. Donc là, c'est l'occasion en tout cas pour les abonnés de découvrir aussi ton travail, ce que tu fais, ton parcours, etc. Donc on va profiter de cet entretien pour parler de tout ça et puis pour découvrir un peu plus qui tu es et puis les montres que tu fais et puis un petit peu ton concept en fait, parce que c'est un concept. Alors, vous le verrez un peu plus dans les images, hein, mais c'est un concept un petit peu particulier. Vous verrez ça, donc on va en discuter tout de suite. Alors, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Parce que là, ce que les abonnés ne savent pas, c'est on a quoi? On a 6 heures de décalage entre nous deux. Donc, moi, je suis en Alsace et toi, du coup, tu es au À pays, Shanghai. voilà, à Shanghai, un petit peu plus à l'est, on va dire, que l'Alsace. Donc, je Alors, te je me laisse te présente. présenter. Je suis français et j'ai fait les études de design en Europe. Et pour payer le loyer, j'ai monté ma boîte de design. Et après, j'ai voyagé un petit peu. Je suis allé en Finlande, je suis allé en Angleterre. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'atterrir en Chine. C'était en 2009. Et en 2009, en Chine, c'était un petit peu le Far West, mais ça commençait à se calmer. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'ouvrir une deuxième boîte de design ici, donc de faire la continuité. C'était Octopus Innovation, où on faisait du consulting. Donc, on bossait avec des clients. Et en fait, c'est ce que je continue de faire maintenant. Mais pour être honnête, ça tape sur le système. Parce que c'est concession après concession, c'est des grands discours des clients et le résultat est presque jamais à la hauteur. Et donc, en fait, ça crée quand même un sentiment à la longue où on se sent un petit peu inutile et aussi on se sent un petit peu responsable de tous ces trucs qu'on voit où il y a trop de consommation. Et j'ai une sorte de déclic, on va dire, quand mon fils est né en 2014, où je me suis dit d'un seul coup, bah mince, qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je vais lui laisser? Et, euh, et en fait, ça a fait remonter tout un tas de choses qui ont fait que j'ai commencé à remarquer quand j'étais en Europe ou après. Et ça fait remonter tout ça, ça fait remonter toute mon enfance et préadolescence où mon père vendait des montres en France. Il était VRP pour Zénith, pour Eterna, pour Raymond Veil. Et en fait, j'ai eu plein de montres toute mon enfance, mais ça m'est jamais. J'avais toujours trouvé ça qu'elles se ressemblaient. Mais en fait, je pense que c'est ce qui m'a donné le goût du design. Et donc, quand mon fils est né, je me suis dit, bah, je vais créer une marque de montre, je vais créer un truc qui, si demain je meurs, et ben moi, il aura quelque chose à utiliser. Et dans l'option de, bah voilà, c'est vraiment le truc patrimoine intangible qui, dans 80 ans, quand je meurs, lui, il est à la tête d'un empire. Bon, on revient sur Terre et en 2016, j'ai enfin le concept qui me plaît. Donc, ça m'a pris quand même 2, 3 ans. Après, j'ai alterné. Alors, je continue en même temps le design parce qu'il faut bien nourrir sa famille. Mhm. Et, mais au moins, ça a été une soupape de décompression, on va dire, de commencer à faire des montres et de commencer Un refuge à un peu, quoi. exactement, et à se projeter dans, bah, attends, je vais pas faire une montre qui. Au début, j'étais d'ailleurs parti sur des trucs digital, et en fait, après 6 mois, ça a été rapide. Hein. Après 6 mois en discutant, je me suis dit, mais en fait, c'est nul. Un truc digital, dans 6 mois, il est mort, il est périmé. Qu'est-ce que c'est que l'ADN de ma boîte? Qu'est-ce que je veux dire avec ce produit? Et, euh, et donc, ça va, je suis retourné en arrière, j'ai rétro-pédalé, j'ai testé différents partenariats avec des Chinois, ça n'a pas marché. Et puis au final, bah, je me suis lancé tout seul. Enfin, tout seul, c'est un grand mot. J'ai eu l'approbation de mon épouse, qui est au C'est final. important, ça. Hein. Ah non, non, mais c'est. C'est le plus Là, important.
si des gens nous regardent et qu'ils essayent de faire la même chose, mais ils n'osent pas le dire à leur partenaire, faut pas. Parce que j'ai quand même grillé beaucoup d'argent sur la première collection. Il faut être honnête. Parce que j'ai appris de mes erreurs, etc. Et bon, je parle. En 2016-2017, j'ai essayé de faire les productions en Suisse. Donc, je suis allé les voir, je suis allé à Sion, je suis allé voir Soprod, je suis allé voir pas mal de personnes indépendantes aussi pour qu'ils m'aident. Et en fait, j'ai été assez déçu du retour. Le fait que je vienne de Chine, ça les a fait peur. Vraiment, j'ai eu la sensation, ah, mais t'es en Chine, oulala. Ouais, et Ok, alors c'est le premier critère, genre c'est marqué sur ton front et le reste que t'es français et tout, on oublie quoi, apparemment. Je suis basé Pour en eux, Chine et ouais. ouais, voilà, ils ont dû penser que j'étais le fer de lance d'une société qui essayait de faire des choses, je sais pas. J'ai pas réussi à trouver pourquoi, mais dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Les emails mettaient 2 mois à être répondus, il y a rien qui a avancé. Et donc, je suis revenu en Chine en disant, bon, bah, je vais faire ma première collection en 2018 avec des Chinois. Ça s'est bien passé, mais pas top, pour être honnête. Donc, la première collection, ça s'est vendu dans le sens où j'ai fait ça tout seul, sans publicité, sans rien. J'ai fait une erreur de débutant où, contrairement à Bayo, à Thomas qui sait de quoi il parle et qui est de l'extérieur, moi, j'ai fait mon design et à la fin, je me suis dit, tiens, j'ai plus de sous pour faire le marketing. C'est ballot. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu coincé. Et en discutant sur place, j'ai réussi à trouver un investisseur qui a vraiment accroché sur la première collection et qui m'a permis, qui a investi un tout petit peu, qui m'a permis de lancer la deuxième collection où là, je me suis dit, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Donc, je ne vais pas faire en Chine, j'ai fait faire à Hong Kong, je ne vais pas prendre un mouvement chinois, j'ai pris un mouvement suisse, c'est l'ITA. Et donc, il faut faire la promotion, comme l'a indiqué Thomas. Non, mais voilà, il faut les vendre. J'ai lancé la première collection au même moment que lui et mes résultats sont bien moindres. Donc, en fait, je le suis, Thomas, parce que je vois ce qu'il fait et je trouve ça très intéressant. En Chine, je ne pense pas que je puisse le faire, que je puisse refaire son système, mais en tout cas, il est vraiment. Je le suis sur LinkedIn et je suis ce qu'il fait parce qu'il est très inspirant. Bon, tant mieux. Dans le business model, pas dans la montre, c'est une autre chose. Dans le oui, design, voilà, la partie design, c'est chacun son design. Voilà, ouais. Mais la logique qu'il a est, je pense, très très bonne. Et donc, c'est pour ça que la deuxième collection, je me suis lancé avec Kickstarter, qui a été, je pense, un franc succès. Et là, ben, on est en train de planifier la deuxième collection. Et tout ça avec la boîte de consulting qui continue à côté. Donc, j'ai perdu mes cheveux quand j'ai eu mon fils et c'est pas repoussé depuis. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça a été vraiment en 2 ans, j'ai perdu mes cheveux. Donc voilà. Ça, c'est pour l'introduction, on va dire. Pourquoi les montres? Ça a été ça. C'était vraiment me projeter dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on utilisera toujours dans 50 ans? Ben, je regarde en arrière. Qu'est-ce qu'on utilisait il y a 50 ans? Ben, on utilisait des montres. Et c'était un petit peu plus mécanique, indémodable. Et voilà, c'est indémodable et même si c'est inutile de nos jours, c'est quand même utile. On n'en a pas besoin. Là, j'ai mon téléphone, il est beau, il donne l'heure. Mais en fait, c'est quand même utile et ça fait partie des petits accessoires que les hommes peuvent se permettre de porter sans être extravagants. Et donc voilà, il faut se faire plaisir. Et l'idée, on va dire, pour finir avec cette introduction longue, ça serait pas de faire que des montres. Et ça explique aussi pourquoi mes montres, je les prends vraiment comme une sorte de jouet. C'est pas de la haute horlogerie. On utilise un Sellita. J'ai pas forcément les connaissances, même sûr, j'ai pas les connaissances pour développer mon propre mouvement. Et donc l'idée, moi, ça serait plus d'être dans le côté fashion, dans le côté plus tard, je voudrais. Si j'ai une marque que j'aime bien, c'est Dunhill, où ils ont commencé avec une montre qui était avec la facette, là, que j'aimais beaucoup. Et ils ont fait des accessoires sur l'automobile, et puis ils se sont développés. Et en fait, ça, c'est le côté créa, on va dire, le côté designer que j'aime bien, où à partir d'une montre, pourquoi pas faire des ceintures, des bretelles, des chapeaux, okay. des sets à whisky, des choses comme ça. Mais à chaque fois, rester dans le même optique où on a un design qui est vraiment intéressant, c'est fonctionnel et en même temps, c'est de la qualité. C'est pas quelque chose que dans 6 mois, 2 ans, c'est cassé.
Oui, quelque chose qui puisse survivre aussi justement. Mais c'est vraiment la partie design plus que la partie horlogère finalement qui toi te fait vibrer en fait. Complètement. Complètement. Les montres m'ont toujours déçu, pour être honnête. Quand je voyais mon père qui ramenait les collections, c'était quand même impressionnant et en même temps décevant dans le sens, mais alors qu'est-ce qui a changé avec la collection d'avant? Ah ben là, c'est de l'or rose. D'accord. Et sinon, ah ben non, c'est tout. Là, ils ont mis des aiguilles, ils ont mis un petit peu de Super Luminova. D'accord. Et j'ai toujours eu cette sensation que alors, où ils étaient très peureux, où les designers étaient très restreints dans ce qu'ils pouvaient faire, mais j'ai toujours été un petit peu triste, on va dire, de voir. Et je me souviens, fin des années 90, de Alain Zieberstein, qui faisait des trucs sortis de nulle part, que j'adorais, sans comprendre le pourquoi j'adorais. En fait, ils étaient tellement différents des autres que Ça j'adorais te ça. parlait en tout cas, quoi. Ouais, voilà, il y avait un truc où on sentait que le mec, il était libre. On sentait qu'il s'était éclaté. Après, en termes de business, je ne sais pas si ça s'est bien vendu, mais maintenant, je crois que ces pièces, elles sont quand même sont bien recherchées. Les Il premières continue années. avec plusieurs marques, hein, et c'est vrai que c'est ce qu'il fait Alain Silberstein, c'est quand même, enfin, tu vois une montre qui est C'est faite lui. par lui, tu sais tout de suite, il a sa patte, on le reconnaît, peu La importe la Louis marque Errad, finalement. il a fait Louis Errad. Là, dernièrement, j'ai essayé d'en acheter une et j'étais trop tard. Elles sont parties en 15 minutes. Ouais, ça va vite en fait, hein. C'est ça. Mais elles sont superbes. Et Elles donc, sont, c'est elles ça sont qui m'avait. fun, quoi. Ouais, elles sont C'est le fun. petit côté fun peut-être qui manque avec certaines marques plus conventionnelles qui n'osent pas, je pense. Euh, En fait, elles font des évolutions, mais pas des révolutions. Je trouve ça, j'aime bien cette phrase. Mais justement, c'est aussi par peur, je pense, de perdre une clientèle qui est là, qui est établie. Et c'est vrai que les gens aiment bien aussi rester dans leur confort, mais même les clients, en fait, je pense. Et oser porter autre chose ou oser créer autre chose, c'est pas quelque chose qui est accessible, je pense, à tout le monde en tout cas. Donc forcément, c'est un peu plus risqué aussi, mais pour des grandes marques comme ça qui ont des objectifs financiers aussi de vente et tout, je pense qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre de faire des choses qui sortent trop du lot. Donc c'est aussi pour ça d'un côté qu'on a d'autres marques, micro-marques ou indépendantes qui sont là finalement. Bah, ce que tu dis est très logique, mais en même temps, si je me mets dans leur place, à leur place, et je me dis, bah, attends, je fais un peu de bénéfice quand même chaque année, pourquoi ne pas créer une sous-marque et avoir une stratégie où sans géopardiser, sans cannibaliser ma clientèle, chaque année, je fais un truc qui est un petit peu fou en termes Mhm. un peu comme les bagnoles font des concept stores, des Oui, concept le cars. concept car, ouais. Et en fait, j'ai jamais vu ça. Pourquoi l'horlogerie ne s'est jamais inspirée des voitures d'autres industries où ils font des collaborations avec des artistes, des trucs où ils se permettent, parce que c'est une collaboration, on change les codes, on fait des trucs fous. Personnellement, j'ai jamais vu ça quand j'étais petit et ça m'a toujours chagriné. Et donc, quand j'ai commencé à dessiner mes montres, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est une montre où un mec lambda qui s'y connaît pas trop, il sait ce que c'est qu'une montre, mais à 2-3 mètres de distance, on est dans une table ronde, on est sur une grosse table de meeting à discuter business. De l'autre côté de la table, le gars voit ma montre et se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pas en mode, le mec, il a un alien sur le poignet, mais en mode, c'est intéressant, il y a des courbes intéressantes. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai jamais vu ça. Et je veux pas ressembler à Panerai, je veux pas être un hommage, je veux pas être on a repris les codes avec les angles de la Royal Oak, mais on a changé. Regardez, on est à 47 Mhm. degrés, 45 degrés. Non. Là, ça touche des gens qui sont spécialistes. Déjà, moi, je voudrais qu'une personne qui a une montre parce que son père lui a filé une montre, un jour, il a les capacités pour commencer une petite collection, pour choper notre montre, et il se dit, mais moi, je veux un truc qui sort du lot. Donc, je dis je à chaque fois, mais en fait, bon, là, c'est les C'est vacances, toute donc une ils sont pas équipe, là. quoi. J'ai une équipe quand même avec moi. J'ai un designer, Bastien, qui m'aide beaucoup parce qu'il est français. Donc, quand je fais un truc qui est pas bien, ben, il me le dit. Même si je le paye tous les mois, il a pas sa langue Oui, dans mais la poche. c'est ce que tu attends de lui d'un côté aussi, donc C'est exact. Des fois, ça fait mal au cœur, mais c'est exactement ça. Des fois, je sors des trucs et il vient me voir et 2 jours plus tard, en me disant, non, mais en fait, c'est pas possible, ça marche pas. Donc, c'est très bien. Je suis pas tout seul à les faire quand même si j'insiste sur certaines choses. Mais en fait, ça a été ça. Donc, on a commencé à faire des montres qui étaient ovales, oblongues, En fait, pour être honnête, non. Je suis parti. Ça, c'est les premières qu'on a faites.
sur une forme carrée parce que j'aimais bien la Dunhill. Et au bout d'un moment, le carré, en fait, m'a beaucoup choqué. À l'époque, on faisait ça en prototype, avec une sorte de bracelet NATO, avec un système. Dès le début, j'avais ce système où je voulais utiliser les cornes à l'extérieur pour avoir quelque chose d'iconique. Et en fait, en jouant avec ces protos, je crois que ça, c'est notre première. On peut voir le design process avec du carton. Et en fait, en jouant avec les protos, je l'ai cassé. Et en la cassant, ce qui s'est passé… T'as une idée, quoi. Ben, en fait, ouais, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on les fixe, ces cornes? Si on peut les casser, ça nous permet de les défaire. Et donc, c'est là où on s'est dit, mais en fait, il faut les défaire. Et on n'a plus besoin de les fixer. Et en fait, ça ouvre plein d'options. C'est-à-dire que nos straps, ils peuvent être différents. On peut faire des combinaisons. On peut avoir des formes ou même des dials différents qu'on peut combiner. Les gens peuvent collectionner. Ça, c'est un autre proto qu'on a fait en aluminium. Je m'étais dit, on va faire de l'aluminium, c'est plus léger. Et en fait, c'est pas bien, c'est pas une bonne idée. Comme vous voyez, je pars de très très bas. Hein. J'y connaissais rien en production de montres, donc j'ai vraiment appris. Ouais, mais voilà, c'est ça, t'apprends sur le tas finalement, mais c'est aussi une bonne école, quoi. Donc, tu pars vraiment de zéro et tu parles pas d'une inspiration ou d'une idée existante, en fait. Donc, ça rend vraiment encore plus unique ce que tu crées, quoi. Ouais, ça a été l'idée de départ. Là, on voit que les proportions sont différentes et ça donne des choses qui ne sont pas très très belles, donc on a arrêté de le faire. La première collection, elle avait deux côtés avec un mouvement, avec deux mouvements parce que j'ai trouvé personne pour faire les mouvements comme la Reverso. Reverso, ouais. Ça coûtait trop cher. Et donc, en fait, on a joué comme ça pendant 2-3 ans jusqu'à ce que je décide d'investir et de faire la première collection. Ça a permis de tester pas mal de choses, on va dire. Pendant 2-3 ans, j'ai vraiment testé plein de trucs. Et ça a permis d'éliminer certaines directions. Alors, attends, je monte les… Alors, les premières que j'ai faites, c'est celle-ci. Donc, c'était c'est celle-ci, ouais. C'est celle-ci, les Super 8, avec deux côtés. Et ça s'est fait. Et en fait, le problème a été dans l'après. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de défauts dans les mouvements. Et c'est ce qui m'a poussé à ne pas revenir avec Seagull. Non, c'est un Peacock que j'utilisais. Et c'est triste et en même temps, bon, on apprend. Bon, c'est vrai que Peacock, par ici, en Europe, en fait, on connaît pas vraiment. J'ai rarement entendu, en tout cas, ce nom-là. Autant Seagull, oui, ça nous parle. Hangzhou, ça commence aussi. Mais Peacock, c'est vrai que là, ça me parle pas. Ouais, ils sont les deuxièmes plus gros en Chine. Ok. Mais ils s'exportent pas. Et je comprends pourquoi ils exportent pas. Ils ont 20% de défauts. C'est énorme. Ouais, là, pour le coup, ça aide pas à avoir une bonne opinion de la qualité chinoise, quoi. C'est dommage. Là, regarde, là sur l'arrière, je ne sais pas si ça se voit, mais ça c'était le truc, c'était Made in China, Design in Shanghai. Et donc j'ai bataillé à l'époque pour vendre ça contre mon épouse. J'ai bataillé contre des locaux ici en leur disant mais non, mais faut arrêter de vendre la Chine comme étant quelque chose de pas bien, etc. Et en fait là, je rétropédale parce qu'ils m'ont donné raison. Ils ont fait de la mauvaise qualité sur des trucs où je comprends pas pourquoi. C'est pour ça, j'ai même pas de marge pour améliorer. Donc là, les nouvelles usines que j'utilise sont à Hong Kong. Les mecs, c'est un Français qui gère l'usine. J'insiste, c'est un petit peu chauvin, mais honnêtement, j'ai que des bonnes expériences avec les Français. C'est incroyable. Et donc là, l'option que j'ai maintenant, après avoir lancé donc celle que tu portes, celle que j'ai ici, qui est avec Kickstarter, j'essaye maintenant de tout refaire venir en France. En fait, ça commence à me trotter ça a commencé à me trotter dans la tête l'année dernière. J'ai vu Appose, que j'aime beaucoup comme design. J'ai vu d'autres marques qui commencent à le faire en France. Et en fait, ça doit faire 14 ans que je suis en Chine. Il y a un côté nationaliste qui doit ressortir dans… Non, mais je sais pas. Il y a vraiment, j'ai envie de tenter le coup. J'ai un truc ici auquel on travaille avec Bastien. C'est un système où ça se désaxe. Donc, normalement, le rotor, c'est un…
Le balance wheel, elle est ronde, mais comme notre montre, elle n'est pas ronde, on essaie de bosser là-dessus. Et donc ça, c'est un proto qu'on a fait en aluminium pour être un peu plus sérieux. On a fait les gears, etc. Et j'ai trouvé personne à Hong Kong pour le faire. Ils ont tous refusé. Et là, je vais en juillet en France et je vais essayer de voir France et Bosch et de leur dire, voilà, je veux faire ça en France. Est-ce que vous serez capable pour... Alors, je sens chaud pour te suivre, quoi. Voilà, ils seraient capables de le faire si je mets les sous. Tout le monde est capable de le faire. Le problème, ça va être ça. Ça va être le budget. Ouais, de les convaincre. Ouais. Ça va être un autre positionnement. Là, par exemple, là, le coût des montres à Hong Kong est quand même important. Et le mouvement suisse représente à peu près un peu plus de 50% du coût. Non, 50% à peu près. Et si je viens en France, c'est multiplié par 7. Ouais, c'est sûr, c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est assez atypique finalement de faire des montres du coup en Asie, mais avec un mouvement suisse. Mais bon, après là, on a compris que du coup le choix de ce Cellita, c'est aussi que tu voulais la qualité, la paix finalement, et de pas gérer des SAV à tout bout de champ. Et donner aussi un petit peu plus de, je veux pas dire de sérieux aux montres, mais enfin si tu peux le dire, c'est exactement ça. Oui, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Parce que Kickstarter, pour ceux que ça intéresse, qui écoutent, s'ils suivent, Kickstarter s'adresse principalement au marché nord-américain, canadien ou anglo-saxon, on va dire. Et en fait, ce marché réfléchit, les montres, c'est suisse. Donc, s'ils voient une montre qui a un certain prix, ils s'attendent à ce que cette montre ait un mouvement suisse. Et si la montre descend d'un cran de prix, je sais pas, à peu près vers les 200-300 $ maximum, là, ça doit être japonais. Et ensuite, ils s'en foutent, en fait. Ensuite, ça peut être des mouvements chinois. Pour eux, c'est pas intéressant. Mais donc, je me suis quand même adapté là-dessus. C'est-à-dire que j'ai regardé ce qui s'est fait, et j'ai un petit peu analysé. Et au bout d'un moment, ça sert à rien d'aller à contre-courant. Je vais pas essayer d'aller vendre des montres avec un mouvement bizarre que personne n'a entendu à un certain prix. Et le prix se justifie, c'est qu'on a des coûts qui sont plus hauts que tout ce qui se fait dans notre secteur, parce que j'ai rien fait qui était donné par l'usine. Les aiguilles, le boîtier, tout a été fait par nous. Tout est créé parce qu'il n'y a aucune marque qui a une forme comme ça. Donc, en fait, même mon cadran, je ne peux pas vendre une base normale. Ils sont obligés de faire une base pour mon cadran. Ils sont obligés de placer... Dans la montre, il y a quelque chose qui maintient le mouvement. Normalement, c'est des trucs standards parce que les montres, elles sont toutes rondes. Donc, c'est assez facile. Ils font leur petit Lego et tout est fait à l'avance. Et dans mon cas, non. Et à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un nouveau moule. C'est des nouveaux tests parce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs. Là, par exemple, ça fait à peu près 3 mois que je bataille parce que je voulais faire des montres avec un dial en malachite ou avec du lapis lazuli. Et en fait, l'épaisseur va changer la position, donc ça va changer tout un tas de choses, et ils peuvent pas s'adapter. Il y a pas, ils sont obligés de tout recréer à zéro, et je vais devoir refaire des boîtiers, refaire le truc qui maintient l'intérieur, juste parce que mais il y a que toi qui as cette forme. Ouais, leur truc c'est plus le client, il veut quelque chose, il pioche dans notre catalogue et basta, quoi. Ah mais là j'ai des catalogues avec 1000 aiguilles. Ouais, il y a du choix, mais ils vont pas chercher à s'adapter, quoi, ou à faire autre chose. Voilà, il y a pléthore de choix. Et quand on a commencé, les sous-traitants m'ont envoyé leur catalogue de finition, leur catalogue de boîtiers, de bracelets, d'aiguilles. Et en fait, on pioche, paf, paf, paf. En une semaine, c'est fait. Et ils ont les stocks. Et après, c'est juste une question, tu veux quelle couleur dessus, quelle finition, hop, et tu as une montre à toi. Et c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Donc, je les ai embêtés et c'est pour ça que ça m'a coûté plus de sous. que, bon, là, je suis pas comme Bayo. Mais au moins, mais tu sais qu'au moins, c'est quelque chose d'unique, quoi. Et ça, c'est aussi une certaine fierté, je pense. C'est exactement ça. Je ne voulais pas qu'un gars qui s'y connaisse en montre regarde la montre et me dit « Oh, ces aiguilles, mais je les ai vues là sur ce modèle. » Ça m'aurait trucidé. Donc là, je me défie quelqu'un de trouver ces aiguilles, ce boîtier, et quelque part d'autre. C'est pas possible. Ce sera une copie de ta montre si c'est le cas. Ouais, et c'est d'ailleurs une logique qui m'avait fait perdre beaucoup d'argent aussi. C'est quand j'ai fait la première collection, j'avais cette peur. Et donc, on a splitté la production sur 6 usines différentes. Donc, il y avait une usine qui faisait les aiguilles, une le cadran,
les logs, et après, moi, j'ai tout recombiné sur Shanghai. On a fait monter ici sur Shanghai en se disant, si tu fais que les aiguilles, tu vas pas savoir ce qui se passe et donc tu vas pas copier la montre. Je crois que j'ai été un petit peu arrogant à ce moment-là, c'est en me disant, mais ma montre est tellement bien qu'ils vont la copier. Mais en fait, non. En fait, les gens, ils sont pas bêtes. Ils copient des montres qui se vendent. Oui. Donc, ils vont copier des montres comme Rolex, comme Omega. Ils vont copier des trucs qui... Il y a une vraie demande sur le marché avec des gens qui ne sont pas capables de sortir 15 000 euros pour s'acheter une Rolex. C'est ça. Personne ne connaît mes montres pour l'instant, honnêtement. Hein. Et donc, personne ne veut les copier. Donc, si un jour, ils commencent à les copier, pour moi, et là, c'est plutôt bien, c'est une bonne chose. C'est exactement ce que disent les Chinois, c'est quand tu commences à être copié en tant que marque, ça veut dire que tu as un succès. Et donc, dans ce cas-là, ça serait un signe que ça veut dire que j'ai percé quelque part et qu'il y a un succès. Donc, évidemment, personne ne copie mes montres. Et si quelqu'un veut le faire, vas-y. Et c'est pour ça aussi que maintenant, la nouvelle production est complètement centrée. Il n'y a qu'une usine qui s'en occupe, avec ce Français à la tête. C'est plus simple à gérer aussi. C'est beaucoup plus simple. Ils sont responsables de faire les contrôles qualité, parce qu'il y a quand même des erreurs. Et en fait, ça simplifie beaucoup de choses. Ok. Puis je vois aussi que, on peut voir sur les images que je mettrai, mais il y a toujours le petit côté, le côté français qui est sur tes montres, parce que l'inscription, tu as choisi d'écrire notamment automatique, vraiment en français, en fait. Et pas comme plein de marques, ils le font à l'anglaise. C'est la petite touche, en fait. C'est assez rigolo, parce que justement, c'est fait loin de la France, mais il y a quand même un petit ADN français à l'intérieur, quoi, et qui se voit, donc ça, c'est aussi cool, quoi. Je pense que c'était une envie de ta part. C'était complètement ça, il y a une envie de ma part. Derrière, j'ai mis 30 mètres. Et acier, je l'ai écrit en acier, j'ai pas écrit stainless steel. Donc et saphir, pareil. J'ai tout écrit en français exactement pour ça, pour insister. J'ai déjà assez de complications avec mon nom russe alors que je suis à Shanghai et que je suis français. J'ai voulu simplifier les choses et aller en tout français. Donc c'est fait exprès. Non, mais c'est une bonne chose. Encore une fois, ça fait partie de l'identité, donc autant profiter. Et puis finalement, je te souhaite en tout cas d'arriver à produire tout en France, mais finalement, tu auras déjà une sorte de légitimité vu que tes montres, elles étaient déjà affichées comme étant françaises avant, d'un côté. Donc ça serait une suite logique. Ça serait une suite logique, ça serait un gros pas si j'arrivais à le faire et si j'arrivais à trouver, je sais pas, un Arnaud Montebourg qui décide de... Made in France. Non, mais parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je dis pas que je vais révolutionner l'horlogerie. Encore une fois, je me positionne pas comme une marque qui voudrait faire que des montres, que je restais que là-dessus. Donc ouais, comme une marque de design avec des produits dont des montres en fait. Exactement. Et en fait, commencer avec les montres, je pense que ça donne une bonne illustration de la qualité que cette marque est capable d'avoir. Si elle commençait avec des ceintures, on va dire, ou des chaussures, monter de gamme, en fait. Les montres, je pense que c'est le palier avant le plus haut de gamme, ce serait les voitures, où là, c'est vraiment très, très complexe. Et en dessous des voitures, je pense qu'on est dans les vélos, les montres, des choses comme ça, où c'est des objets où l'interaction, l'ergonomie est très importante. Et en même temps, c'est des objets qui sont simples, mais si ça marche pas, un vélo, ça marche pas. C'est vachement rapide à voir. Et c'est un peu pareil qu'une montre. Et pourtant, c'est très, très complexe. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Une ceinture, des chaussures, ça reste quand même très, très basique. Donc ça, c'est assez... je pense que dans le futur, ce sera plus simple pour moi de développer ce genre d'objet. Je te le souhaite en tout cas. Au niveau de la montre, du coup, pour revenir un peu plus... Alors moi, c'est vrai que quand j'ai reçu, je te le disais par téléphone, quand j'ai reçu la montre, je m'imaginais pas que la taille était aussi imposante. Alors c'est vrai que tu m'as dit avoir un goût particulier sur les montres un peu plus grosses, et puis surtout que tu as souhaité faire une montre que toi, tu aimes et que tu aimes porter, en fait. Donc l'idée de la taille, il y a aussi des contraintes des contraintes techniques, des contraintes de design aussi par rapport à la taille, de faire quelque chose plus petit, ça aurait été compliqué, etc. en fait. C'est des contraintes, pour être honnête, je l'ai faite pour moi.
j'ai des poignées qui me paraissent normales, mais en fait, c'est une question d'habitude. Et donc, j'ai fait une montre qui, quand je la portais pendant les prototypes, j'avais fait des trucs plus petits. Et en fait, je l'aime pas. Et ça a été la première chose, c'était le côté esthétique qui me plaisait pas, les proportions n'étaient pas intéressantes. Après, il y avait un côté pratique, enfin pas pratique, mais le budget. Avoir des mouvements plus petits, ça coûtait beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher. Et le fait que la montre soit allongée, si on réduit la taille du mouvement, ça fait que l'étroitesse du dial, visuellement, c'est vraiment plus agréable. Ça devient une montre très, très fine. Et là, moi, c'était un truc que je voulais pas, c'est je veux faire des montres pour hommes. Avec une grosse carrure, des grosses cornes, un gros bracelet. Voilà, et je veux vraiment rester sur des montres pour hommes. Il y a pas mal de personnes qui me demandent de faire des modèles féminins, donc plus petits, parce qu'elles me disent, ouais, moi, j'ai pas les poignets pour. Et en fait, j'ai pas envie. Il y a plein d'options pour avoir des montres féminines. Il y a plein de marques qui s'adressent à la jante féminine. Et j'ai pas envie de le faire. Et donc, depuis le début, je m'étais dit, en faire une grosse comme ça, c'est peut-être un petit peu brut, parce qu'il y a une proportion quand même qui est assez importante, c'est vrai, il faut le dire. Mais en même temps, ça m'intéresse plus. Et l'autre chose, c'est qu'avoir une taille plus grosse, ça me permet de faire des dials où je peux m'amuser, où il y a plus d'espace en hauteur, verticalement pour s'amuser, pour faire des graphismes. Ça permet d'avoir des indices d'heures qui sont plus sympathiques. Donc, tout a joué là-dedans. C'était pas juste, j'aime les grosses montres. Oui, bon là du coup, il faut quand même avoir le poignet qui est assez robuste, je pense, pour la porter. Au risque que ça fasse trop grand du coup, parce que c'est vrai que là, faut déjà aimer les montres imposantes. Donc ça va, je sais qu'il y en a qui sont des fois à me dire dans les vidéos, ah ouais, non, ça c'est un peu petit, je porte rien en dessous de, je sais pas, 40 mm. Parce que là, du coup, tes montres, elles font quelle taille, grosso modo, à peu près, du coup? Alors en largeur, elles sont à 37. C'est ça qui est bizarre, c'est que la largeur du boîtier est à 37. Avec les cornes, ça monte à 40 quelque chose. Et en longueur, je crois qu'on est à 47. Donc c'est pour ça, c'est pas rond. Et oui, personnellement, je pense que si j'avais un petit poignet, je l'aurais fait plus petite. Parce que j'aime pas que la montre soit trop grosse et qu'elle tombe sur le côté dans tous les sens. Et oui, il faut avoir un poignet. Je crois que je suis à 17 cm. Je pense pas que ce soit énorme. Bah non, moi, comme dit, moi, je la trouve imposante, mais parce que j'ai l'habitude de porter des plus petites montres. Mais mon poignet, moi, je suis plutôt à 19, tu vois. Donc, mais c'est juste une question d'habitude aussi. Hein. Quelqu'un qui a l'habitude de porter une montre qui est robuste. Enfin, on voit bien des gens qui ont des poignets qui sont pas forcément très grands et qui portent des grosses Panerai, par exemple. Bon, ça dérange personne. Donc finalement, c'est aussi, je pense, un design qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est aussi le boîtier, en fait, en lui-même, ça va. C'est dès qu'on rajoute en fait les cornes. C'est là que ça change totalement, en fait, finalement, le ressenti, le look de la montre, en fait. C'est ce qu'il faut aussi, son design, qu'on la reconnaît, etc., hein, bien sûr. Mais du coup, ces cornes, je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi de ces cornes, du système, comment tu as eu l'idée. Bon, t'en parlais aussi avant, hein, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques à la réalisation de ces cornes, justement, de les faire en telle matière, de telle épaisseur pour pas que ça lâche. Enfin, voilà, on peut se demander est-ce que ça tient dans le temps, etc. J'ai eu 2 ans de problèmes techniques avec les cornes. Au début, là j'en ai une qui est cassée, mais au début j'avais ça. On les a fait en métal et je voulais un traitement thermique pour changer la ductilité du métal. C'est-à-dire que la zone ressort est traitée différemment que la zone extérieure. En théorie, ça marche. En pratique, ça marcherait si j'avais les budgets pour aller voir l'usine et leur dire les mecs, faites votre boulot. Et en fait, dans la réalité, comme je fais que 300 pièces par an, j'ai pas les leviers pour convaincre l'usine de mettre des ingénieurs et de développer ça. Et donc, après 2 ans de tests, je me suis résolu à faire un système où on a les cornes extérieures qui sont liées à l'intérieur par un TPE, c'est du plastique renforcé avec des fibres. Et en fait, c'est le plastique qui crée la résistance et qui crée l'effet spring. Ok. Je reste persuadé que c'est possible de les faire complètement en acier, peut-être même en un seul moule d'acier forgé avec un traitement thermique. Et c'est une des raisons pour laquelle je veux
aller les faire en France, c'est, je pense, avoir des interlocuteurs un peu plus éveillés en France pour parler de ça. Parce que là, c'est vraiment... Ça serait aussi un grand pas, comme faire mon propre mouvement derrière, là, ça serait vraiment un grand pas. Alors, la première série de cornes, pour être transparent, on a eu des problèmes et on a dû tout refaire avec la nouvelle usine. Parce que la première série, on a fait ce système de joints. Je peux en montrer une de cornes, je les ai ici. Donc, j'en ai gardé pour faire quand je fais des custom straps, des straps sur mesure, j'ai fait des cornes en plus. Oui, parce que du coup, là, en fait, si on veut changer de bracelet, ça implique de changer les cornes avec, en fait. Tout est en un, en fait. Tout est en un. Donc, on a un système comme ça, et donc on a le plastique, on a fait nos propres vis au milieu, et on a fait notre propre moule d'injection pour le TPE ici. Et ça, c'est la nouvelle série qui est beaucoup plus résistante et flexible. Et dans le temps, elle ne casse pas. Alors que la première série, on n'avait pas fait tout à fait pareil. On n'avait pas utilisé le même plastique. Et en fait, avec les changements d'air, le plastique change. Et la vis qui est à l'intérieur, elle était vissée en force, comme un tonneau mortaise. Alors que dans celle-ci, on l'a fait dans l'injection, donc la vis n'est pas vissée en force, elle est juste là pour caler le métal. Donc ça a des implications, ce qui fait que la première série est beaucoup plus fragile et que j'ai arrêté de l'utiliser. Maintenant, je donne les straps quand on m'achète une montre en expliquant, en disant bah voilà, ça c'est l'ancienne série, ça va peut-être casser, donc c'est cadeau. Amusez-vous avec les straps. Si ça casse pas, trop bien. J'ai des straps qui n'ont pas cassé depuis 4 ans, hein, donc il y en a qui tiennent. Ah, mais ça dépend des contraintes aussi qu'ils subissent, forcément. Exactement, ça dépend de pas mal de choses, alors que les nouveaux straps, là, ils sont incassables. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, et j'ai eu pas mal d'engueulades avec les usines pour le faire. Il faut remettre en perspective les usines en Chine que j'avais utilisées la première fois. Elles ne sont pas toutes comme ça, je le dis. Non, mais c'est vrai, on ne fait pas des iPhones. Tu fais bien de le dire, tu fais bien. Non, faut pas se voler la face. J'ai fait des sélections d'usines parce que j'avais un budget qui était ici. Si mon budget était plus gros, j'aurais sélectionné d'autres usines où je suis sûr qu'ils m'auraient supporté d'une manière différente. Les mecs qui font iPhone, la Foxconn, c'est des usines top level et ils ont d'autres usines qui font des trucs très très bien. Et j'ai sélectionné des usines en fonction de mon budget. Il ne faut pas s'étonner que les résultats ne soient pas super bons. Mais pour être honnête, en même temps, j'ai acheté un ordinateur à l'usine parce qu'ils n'étaient pas capables de lire mes fichiers 3D. Donc, ils font maintenant des montres pour Samsung ils faisaient les montres sans ordinateur. D'accord, ok. Ah oui, c'est limite archaïque en fait. Hein. C'était extrême. Ah non, c'est pas limite archaïque, c'était extrêmement archaïque. La ligne de production, c'était ce qu'on peut voir dans les années 20 en Suisse. C'était vraiment de la métallurgie, c'est pas de l'horlogerie, c'est de la métallurgie. On a les presses de 120 tonnes qui sont côte à côte sur 50 mètres. Les mecs qui polissent à la main pendant 8-9 heures, courbés. Mais c'est vraiment très. Ouais, c'est des conditions de travail qui devraient plus exister, quoi, non plus. Oui et non, les mecs, ils ont des pauses, ils sont superbement... Parce qu'on pourrait penser que voilà, c'est fait en Chine, les gens, ils sont un peu payés comme de la merde et les conditions sont mauvaises, quoi, après. Les ouvriers qui faisaient ma première collection étaient payés mieux que mes employés designers qui habitent à Shanghai. Ok. Bon. Ils avaient plus de temps de pause et le responsable de l'usine leur payait les vacances pour rentrer chez eux pour être sûr que les mecs reviennent. D'accord, ça c'est intéressant. Alors, l'environnement a l'air d'être les misérables. Pour être honnête, hein, c'est pas glorieux, mais les mecs sont choyés. Il y a des compensations en tout cas. Il y a des compensations, les mecs sont choyés parce qu'ils savent qu'ils ont le savoir-faire. Par exemple, une montre ronde, là, parce que j'ai sous la main, c'est quoi? Bulova. Ça c'est pour un Chinois dans une usine, il met environ 1 heure maximum pour la polir. Ma montre, à cause des cornes, à cause de la forme bizarre, il mettait 4h30. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris mes montres, ils les ont données à un mec qui avait beaucoup plus d'expérience que les autres, mais ça veut dire qu'ils ont coupé leur production. Donc, je me plains, là, j'ai l'impression de dire les Chinois, tout ça.
je me plains et en même temps, ils ont fait des concessions pour m'aider que j'aurais pas trouvé, je pense, en Europe. On m'aurait mis à la fin de la chaîne parce que voilà, t'as un petit truc. Là, les mecs, ils ont fait, ah non, mais viens, tu veux qu'on lise tes fichiers 3D? Ok, bah, installe ton ordi dans notre système. Ok. C'est quand même une manière de penser où ils ont été ouverts d'esprit pour me dire, bah, ok, on ne sait pas lire tes fichiers, installe-le, connecte à notre CNC, fais ton C'est truc. important de le dire, ça. Je trouve que c'est bien de le dire parce que bah, Ouais, tout le monde ne l'aurait pas alors, fait, quoi. voilà, tout le monde ne l'aurait pas fait. Il m'aurait dit, bon, on ne sait pas lire tes fichiers, tu nous emmerdes un peu, et voilà, Ouais. va-t'en. Et ben, ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, j'étais un tout petit client pour eux. Donc, je me plains et en même temps, il y a des contreparties en Chine qui font qu'ils sont flexibles sur d'autres choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu sortir la première collection. Donc, voilà, la pièce, c'est jamais noir ou blanc. Non, c'est sûr. Bah, ce sera peut-être pas forcément... ce sera peut-être mieux en France, mais il y aura aussi forcément toujours des concessions à faire, je pense. Surtout à une échelle... quand on est petit par rapport à d'autres qui sont gigantesques ou plus importants, voilà, il faut faire des concessions. Et eux aussi, d'un côté, ça peut toujours être utile pour eux d'oser faire d'autres choses, bien sûr, mais voilà, c'est tout le monde en tout cas. Et comme tu dis, c'est ni blanc ni noir. Enfin, voilà, Exactement. Mhm. Et pour revenir sur les cornes, pour la prochaine collection, on va faire d'autres designs de cornes, ce qui était l'idée originale. Donc, on a déjà des tests et on va avoir d'autres designs. Donc, les gens pourront changer les cornes, changer les straps et avoir des cases. Donc, ça fait qu'une montre, elle peut se mélanger. Là, par exemple, j'ai un atto qui est assez sportif. Et en même temps, on a des choses qui sont beaucoup plus classe, beaucoup plus pour soirée, avec des crocodiles noirs, des choses comme ça. Ouais, l'idée, Donc, c'est vraiment d'adapter la montre, en fait, un peu à son style vestimentaire, à l'occasion, au moment, en fait. Exactement. En changeant de bracelet, quoi. Juste en changeant de bracelet, ça donne une sensation différente. Et hop, je passe du côté casual, là, hop, je suis en soirée et ça passe. Bon, après aussi du côté de la boîte, parce que donc il y en a en acier poli, on va dire, de façon classique, et t'en as ce que tu appelles aussi iridium, c'est ça? Iridescent. Iridescent, Ouais, pardon. c'est celles qui ont des couleurs, c'est un finishing, c'est un coating. Et on en a fait, en fait, on en a fait 3, une neige blanche, une bleue fumée et une noire. Je crois que tu as la noire, toi. Oui, à Onyx. La Onyx. Et après, ces 3-là, on les a fait en variation en petite quantité avec une finition iridescente parce que certaines personnes m'ont dit « Ah, mais c'est super !» Donc, il y a des gens qui aiment bien les montres colorées. J'avoue que j'aime bien. Il y a un côté sportif sans être une montre sportive que j'aime bien. Ouais, et puis on voit bien certaines grandes marques aussi proposer un peu des éditions un peu exclusives, pareil, avec plein de couleurs et tout, donc pourquoi pas là aussi, hein, donc finalement. Et il y a une petite particularité aussi, c'est le fond de boîte qui est transparent, ouvert du coup sur le mouvement, mais pas comme on a l'habitude de voir du coup, parce que là, donc, il est en l'occurrence, il est rouge, le fond. Et du coup, l'idée, en fait, tu me disais, c'est intéressant, c'est finalement on voit qu'il y a un mouvement mécanique à l'intérieur, automatique, mais le fait que ce soit un petit peu opaque, c'est aussi pour cacher finalement le mouvement qui en soi, il n'est pas décoré, mais on peut quand même voir que c'est du mécanique en tout cas. C'est exactement ça. J'ai bien bossé. Hein. Non, mais faut pas le cacher, je vais pas commencer à vendre de l'air chaud. Le Celita SW200, c'est un mouvement de base. On n'a pas la finition élaborée, on n'a pas la finition COSC. Et donc, en fait, il est un peu bof à regarder, il faut être honnête. Et le mettre sous une vitre rouge, ça, c'est du minéral, c'est pas un saphir, parce que sinon, ça pesait un peu trop lourd. Et c'était juste histoire de lui donner un côté un peu plus intéressant. Donc, on le voit et en même temps, on voit pas beaucoup les détails. Mais c'est pas trop mal parce que les détails, au final, ils sont pas superbes à voir. Oui, non, quand on commence, quand on n'a pas l'habitude de voir des mouvements, c'est toujours sympa. Moi, ça m'a fait pareil avec ma première montre. Mais après, bon, quand on voit d'autres choses qui sont décorées, justement, on se dit, voilà, des fois, un fond plein avec une jolie gravure, quelque chose, une inscription, c'est aussi chouette finalement. C'est exactement ça. Et dans les prochaines, je ne sais pas si je refais un fond comme ça. Ça va dépendre un petit peu du mouvement. On a 2 options là. On a une option avec un mouvement japonais qui me permettrait d'avoir une épaisseur plus fine et surtout de contrôler mes prix. Et avec un Celita en squelette
qui me permettrait absolument pas de contrôler mes prix, mais d'avoir un design complètement dingue. Donc, ça va être les deux options là. On est en train de tester et de voir les prototypes et les prix qu'on peut avoir. Parce que la différence, c'est quand même Maus. Un Célita en squelette, je ne sais pas si des gens nous écoutent et qu'ils ont des contacts mieux que ça, mais moi, je les ai à 597 € l'unité. Ça va dépendre aussi, je pense, de la quantité que tu achètes, j'imagine, quoi. Jusqu'à 150 pièces, c'est ce prix-là. Ok. Donc, ça me met dans une situation où la montre, il faut faire du profit, il faut que je mange. Si je veux en faire un business, il faut que j'arrête de perdre des sous quand je fais une collection. Et donc, en fait, ça a des implications assez importantes. C'est au bout d'un moment, il va falloir que je choisisse. Le Célita est très, très beau. Les finitions sont basiques et ils le vendent quand même à un prix exorbitant. Avec 6 mois de délai en plus. Bon, ça, c'est le détail marrant. Mais voilà. On est dans une industrie où tout est lent. En plus, c'est le temps, quoi. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est un peu un comble. C'est un comble, et c'est là où je pense que les Chinois sont très forts. C'est quand je fais la comparaison, c'est que les mouvements chinois m'ont été livrés en 1 semaine quand j'ai passé commande, et les Suisses ont mis 3 mois. Donc c'est une flexibilité qui permet de faire certaines choses, et qui d'un autre côté aussi, il y a d'autres problèmes. Mais voilà. Oui, on peut pas tout avoir, quoi. On peut pas tout avoir, exactement. Donc là, maintenant, je prends mon mal en patience et j'attends 3-4 mois pour faire des trucs. Bon, ça permet aussi finalement peut-être de réfléchir à d'autres solutions, ou de pallier à certains peut-être problèmes qui auraient pu arriver si tout avait été disponible rapidement, et de se lancer trop vite. Alors que là, bon, ça permet de réfléchir peut-être aussi un petit peu plus, de pousser le projet un petit peu plus loin aussi. Donc c'est pas forcément, enfin, disons que c'est bien d'utiliser ce temps-là, de le mettre à profit pour régler des futurs problèmes finalement, quoi. Encore une fois, tu as tout à fait raison. Je pense que ma première collection s'est pas très bien passée. J'ai fait des choix que je regrette maintenant, a posteriori, parce que tout allait si vite que j'ai pas eu le temps de décanter certaines décisions, et potentiellement, j'aurais pas pris les mêmes décisions si j'avais eu 3 mois à réfléchir. Pendant 3 mois, je pense que le cerveau aurait cogité, et c'est pour ça que je le tourne comme quelque chose de positif. Maintenant, le fait qu'on ait 6 mois d'attente, peut-être qu'en 6 mois, il va se passer un truc, et au final, en fait, on a failli faire une bêtise. C'est pas plus mal du coup, quoi. C'est pas plus mal. Mais je pense que ça vient avec la maturité. C'était le début, je pense que c'est... Un peu foufou et tout, quoi. Ouais, voilà, c'est quelque chose, je voulais prouver que je pouvais le faire, et j'avais une date en tête. Et maintenant, je comprends, je sais pas, mais je pense que j'aborde le projet d'une manière un petit peu plus différente, en me disant, si j'ai 3 mois de retard, j'ai 3 mois de retard. Je vais pas commencer à... C'est comme ça. Voilà. Ouais, non, et puis bon, d'un côté, comme tu as de la chance d'être une petite marque, c'est peut-être moins embêtant aussi qu'une grosse marque qui aurait vraiment des impératifs de date de sortie. Là, finalement, l'idée, c'est aussi peut-être de faire une sorte de communauté, je pense, je vais pas dire de fans de la marque, ou de personnes qui aiment ton travail, mais voilà, qui comprendront un peu plus facilement aussi que ça prend peut-être plus de temps, que tu préfères prendre le temps aussi de bien faire. Voilà. Ouais, l'idée, c'est ça, c'est que si on part du principe qu'intrinsèquement, on n'a pas besoin de montre, qu'on soit 2 mois en retard ou à l'heure, ça change pas beaucoup de choses. Donc, c'est un petit peu ce que je me dis. Je me dis, c'est des montres qui sont faites pour s'amuser. Il ne faut pas que je commence à prendre des décisions qui vont me mener dans le mur juste pour être dans les temps. Mmh. Oui, ce serait se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est pas la peine. Exactement. Mmh. Voilà. Mais au niveau on a fait d'autres designs qui n'ont pas été mis en production, et on continue en fait de faire des petits protos comme ça pour tester et pour voir si les effets que ça fait. On travaille, je ne sais pas comment on bosse les autres boîtes, mais on travaille beaucoup en 3D, avec des impressions, avec des petits prototypes comme ça, et des 3D hyper réalistes pour tester.
Et ça aide aussi pas mal à accélérer le design process. Le processus de création est beaucoup plus rapide. J'en discutais cette semaine sur un autre groupe sur Internet où il y avait plusieurs gars qui avaient créé des petites marques et on avait un peu tous le même problème. C'était on est capable de créer beaucoup de choses rapidement et en fait, le nœud de la guerre, c'est le budget pour faire les prototypes. C'est pas la ce qui coûte, création. ça coûte cher, quoi. Vu que c'est de l'avance de Voilà. frais en plus, Exactement. tu touches rien sur les prototypes. Donc, Et du coup, par rapport à la création tu me montrais des prototypes et tout, est-ce qu'il n'y a pas une idée peut-être de proposer des montres un peu à personnaliser, enfin, je sais pas, un client qui dit bah, j'aimerais bien tel ou tel cadran, un peu un exemplaire unique, un peu un bespoke, des choses comme ça, limite des pièces uniques, ou alors juste avoir un catalogue assez important, enfin pas trop non plus, mais de différents cadrans possibles ou... Le problème, c'est que pour faire des cadrans, c'est des commandes minimum. Ouais. Alors, si on fait des cadrans à pièces uniques, en pratique, c'est possible. Faut payer. Oui, voilà, en fait, avec l'argent. Ouais, à la fin, c'est que ça. C'est si une personne m'approche, et ben moi, je veux un truc spécial, bah d'accord, ok, on le fait ensemble, et puis pourquoi pas. Pour l'instant, il y a personne les seules commandes que j'ai, c'est surtout sur des straps, des trucs, des bracelets spéciaux. Et dernièrement, on a fait, je connaissais pas, mais on a fait on a fait une nouvelle collection avec des bracelets en peau de crapaud. C'est top. Ok. J'avoue, là, dit comme ça, c'est assez particulier. Mais... Ouais, non, bon, après, quand on voit tous les différentes peaux qu'on utilise déjà, on se dit, ouais, pourquoi pas le crapaud, hein, finalement. Et en fait, non, il y a un rendu top, il y a des petites patterns, c'est absolument pas gluant comme on s'imagine. Mais je connaissais pas, j'ai la même réaction que toi, le mec qui m'a dit ça, je fais en peau de crapaud vraiment. Et en fait, en voyant les exemplaires, c'est super. Donc ça coûte moins cher de faire des trucs sur mesure pour des straps que sur des dials. Donc pour l'instant, je fais ça. Après, si des gens veulent des dials spéciaux, pourquoi pas. Ça commence à être compliqué parce que dans ce cas-là, on rentre un petit peu dans des montres, je pense, qui sont plus haut de gamme. Oui, voilà, ce serait dans ce cas-là développer carrément une niche plus haut de gamme, quoi. Mais bon, faudrait que je trouve des investisseurs, là, c'est vraiment... ouais, bah, c'est ça, le nerf de la guerre. Hein, mais... ouais. Et le fait que, du coup, que les bracelets soient des bracelets propriétaires, ça restera comme ça a priori dans le futur, ou bien est-ce que tu penses faire peut-être un moyen que chacun puisse changer lui-même son bracelet sur les cornes, ou bien faudra a priori toujours passer du coup par toi Faudra passer par moi, a priori. Et j'ai absolument pas dans l'optique de faire des bracelets qui deviennent compatibles avec tous les autres. L'idée, c'est juste, je veux pas être standard. Donc, si une personne... on a bien compris, je pense. Non, mais voilà, si une personne veut un bracelet standard, elle va acheter une Omega. Donc, non, c'est pas... Et puis, ça reviendrait à créer aussi un autre type de corne, justement, pour l'adaptabilité. Donc, c'est des choses, ouais. Ok. Non, mais après, c'est bien d'avoir cette originalité. Ce que j'aimerais bien faire, par contre, c'est des séries limitées avec d'autres marques, où là, on se complémente, et faire des straps, par exemple, je sais pas, avec Canada Goose, où on a de la fourrure, et le strap, par exemple, est disponible qu'avec cette marque. D'accord. Et là, ça m'intéresserait, et ça rentre en plus dans mon optique de faire quelque chose de fashion, quelque chose de... Encore une fois, c'est fun, c'est marrant, c'est pas une montre où on veut avoir la vitesse du soleil et la vitesse du vent. Donc, ça serait plus mon optique où on fait des straps ou des collections très limitées avec d'autres marques où on s'amuse. Encore une fois, on s'amuse. Ouais, du coup, ce serait un petit peu plus... l'optique, ce serait enfin, si je parle de distribution maintenant, en fait, ce serait plus des montres distribuées dans des boutiques de prêt-à-porter, par exemple, plutôt que chez des horlogers, en fait. Oui.
Pour certaines collections, oui. Pas Surtout pour celles toutes. où, pas pour toutes, ouais, mais pour certaines collections, surtout celles où l'optique, ça serait de faire une coopération avec une autre marque, oui. Et pour d'autres collections, dont celle-ci qui me trotte depuis 2 ans dans la tête, là, par contre, je pense que ce serait mieux d'être chez les horlogers. On a une boutique à Shanghai où la personne vend des montres de luxe. Et ça marche très bien parce que les personnes viennent avec l'idée je veux une montre spéciale. Ok. Donc là, dans ce cas-là, ça marche bien. Mais aller, par exemple, aller aux Galeries Lafayette dans le rayon montre, je ne sais pas s'ils ont un rayon montre aux Galeries Lafayette, je crois que c'est Louis Pion, ça s'appelle en France. Ouais, il y a ça. Alors après, si c'est les galeries à Paris, je sais pas. À Strasbourg, en tout cas, oui, il y a Louis Pion aux galeries. Ouais, moi, je veux pas faire ça. Ouais. Je veux pas être au milieu d'une marée de montres. Et après, parce que le dénominateur commun, c'est un petit peu le design, mais c'est, je pense, surtout le prix. Et ça me gêne. Dans ce cas-là, je préfère être je sais pas, dans un café, dans un bar à whisky, dans, je sais pas, des lieux un petit peu insolites où les gens viennent pour avoir une certaine expérience. Et puis, ouais, les montres sont ici, elles font partie de l'expérience. Oui, voilà, tu préfères qu'on les trouve plutôt dans un endroit où on va pas s'attendre à les trouver, justement, et que ça crée une surprise, en fait. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on fait sur Hong Kong. On a un autre lieu de vente où on est dans un magasin qui fait que des objets design. Donc, ils n'ont pas d'autres montres. On est les seules montres. Et puis, ils ont d'autres trucs qui n'ont rien à voir, qui sont pour la décoration à l'intérieur de la maison, pour des accessoires de vélo, des trucs comme ça. Et les gens viennent justement dans l'optique de trouver un produit qui sort du lot. Ok, ouais, ça fait un peu penser à la Mad Gallery de Maximilian Busser, de MBNF, où il a ses montres et en même temps vraiment des objets un peu design, de déco, ce genre de choses. Vraiment le concept, ouais, design plus qu'horloger, quoi. Ouais. Ok, Mad, c'est d'ailleurs intéressant. Très, 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 très bonne référence. Ouais. C'est ce qu'il fait est vraiment bien. Et en plus, en termes d'horlogerie, là, c'est des pièces où c'est. Ah oui, c'est un peu de l'exception. C'est beau à l'intérieur et c'est. Et à l'extérieur. Des fois, à l'extérieur, on va dire c'est intéressant parce que des fois, j'ai quand même. Oui, les goûts. Les goûts, voilà, c'est subjectif, mais là, pour le coup, il a une démarche, elle est plus qu'honorable et il fait du très, 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 très bon travail. C'est bien de voir ça. C'est des gens comme ça, c'est des gens comme Urwerk aussi, que j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est pas très particulier en termes de design et de contenu horloger, hein, c'est sûr. Mais... j'étais jeune, hein, c'était en 2000 quelque chose, 2001, 2003, je crois, les premières Urwerk, je suis pas sûr des dates. Mais c'est pareil que Richard Mille, quoi. Les premières qui sont sorties, j'étais là, waouh, ça, là, il y a quelque chose, quoi. Et c'est ce wow qui m'invite à penser, il faut pas faire des magasins où il y a 200 montres. Il faudrait que les gens viennent et se disent, bah voilà, je veux acheter une montre peut-être, mais en fait, pourquoi pas acheter des bretelles? Et puis les bretelles, elles sont superbes et c'est un super cadeau aussi. Donc mélanger un petit peu, je pense que c'est en termes de retail, je pense que c'est le futur. C'est ce qu'on fait beaucoup ici à Shanghai. En consulte avec ma boîte de design, on fait ça pour des clients. J'ai fait plein de magasins. Et en fait, la grosse tendance qu'on a vue sur les 10-15 dernières années, c'est ça. On arrête de vendre. On faisait Fissler. Fissler, c'est comme Tefal. Et au fait, au bout d'un moment, ce qu'on a fait, c'est on arrêtait de faire un magasin Fissler. On faisait un café. Ok. On faisait un café où les gens pouvaient venir et cuisiner. Donc, c'était un café-restaurant. Et ils testent les produits en même temps? Et voilà, ils testaient les produits. S'ils aimaient les produits, et ben, vous avez des points. Et puis, avec les points, vous allez en ligne, vous les achetez. Et on a fait ça il y a 10 ans. Et en fait, je pense que c'est ce qui marche le mieux parce que venir et puis il y a un magasin avec 400 produits et puis il y a une vendeuse qui nous suit derrière, bah, ça, c'est super bien pour cuire des patates. Ou ça, c'est une super montre pour faire ça. Mais non. Donne-moi une montre pour plonger, donne-moi l'équipement de plongée, et pendant que ma copine, elle boit son café, moi, je fais de la plongée là dans le bassin ici, et en plus, vous me prenez en photo. Waouh, ça serait top. C'est tout un concept, ouais. Mais c'est peut-être quelque chose qui, en Europe, je suis pas sûr qu'on soit peut-être prêt pour ça, en fait. Enfin, c'est là la différence aussi peut-être entre l'Europe et l'Asie, en termes de mentalité, en termes de choses disponibles aussi. Même si je pense que peut-être qu'on commence à voir
quelques personnes osaient faire ça, en tout cas par ici en Europe. Mais on est bien, en fait, finalement, bien installé dans notre confort, avec nos habitudes et tout. Donc, quand ça bouleverse, en fait, c'est pas toujours évident, en fait. Bon, on n'est pas obligé d'aller si loin, mais je pense que les Européens sont quand même ouverts à des choses De plus en plus. de plus en plus. C'est vrai que c'est un marché plus conservateur que la Chine, que l'Asie en général, mais je pense qu'ils sont quand même assez ouverts. Mais il faut que ça soit bien amené. Il faut que ça soit sérieux. Il ne faut pas que ça ressemble à un truc où on voit que ça a été fait pour prétendre que c'est de l'expérience. Et puis en fait, on a économisé sur chaque bout d'expérience et à la fin, on Ça se ressent, ça. Ouais, voilà, ça se ressent et on se retrouve avec une fausse plage dans un magasin et tu es là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Donc c'est assez difficile, mais ça serait, je pense que c'est en termes de distribution, et ça rejoint un peu ce que disait Thomas, il faut que l'expérience en magasin apporte quelque chose. Si c'est juste pour venir s'asseoir et regarder 50 montres et repartir, bah, je le fais en ligne et vous m'embêtez pas, ou je demande à quelqu'un qui a déjà la montre, c'est ce qu'il fait, et puis c'est le meilleur vendeur. Il va pas me mentir. Ou alors, il faut que le magasin propose quelque chose qui soit vraiment, qui vaille le détour, qui vaille. C'est ça, le petit plus, quoi. Exactement, ouais. Ouais, En vrai. Chine, ils ne le font pas trop hein, pour les magasins de montres. C'est d'autres marques qui le font, mais pour les magasins de montres, ça reste très, très conservateur, surtout les grandes marques de luxe. Et la raison principale, c'est que les Chinois, en fait, ils aiment bien, ils utilisent les montres comme de l'investissement et comme une manière de sortir de l'argent du pays très facilement. Donc, en fait, les grandes marques ne jouent pas là-dessus. Ils restent dans, je sais pas, j'habite à 200 mètres de IWC, par exemple, et leur marque est clean, quoi. C'est un magasin, c'est le traditionnel allemand, nickel. Ils pourraient se permettre d'autres choses. Quand ils ont sorti la pilote l'année dernière, là, elle est superbe. Ils auraient pu faire un truc excellent et ils ne le font pas. Ils ont fait par contre un café à Shanghai. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais ils ont un café IWC qui est magistral où les cafés sont servis avec le chocolat qui reprend la forme du pilote. Ils ont des gâteaux avec la couronne qui est vraiment typique de la IWC. Ils ont fait toute une sorte de café avec l'environnement IWC qui est. Ok. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant à voir, ça. Non, c'est vrai que par ici, il n'y a pas grand-chose. Il y a Breitling qui a fait un café à Genève. Je crois qu'il y a ça d'ailleurs aussi en Corée, il me semble. Mais autrement, non, ça reste des boutiques assez classiques. Alors, forcément, tu t'y sens bien. En tout cas, pour ma part, c'est des bonnes expériences. Disons que tu tombes sur des conseillers vendeurs, voilà, qui sont aussi conseillers, donc ils connaissent quand même un minimum et c'est agréable, qu'ils sont passionnés. T'as des marques qui investissent dans, des fois, là, quand c'est des magasins monomarques, en fait, ils ont un petit coin, des fois un petit coin bar, quelque chose comme ça. Donc ça tend à se développer, je pense, en tout cas, mais c'est le côté conservateur, tu l'as dit, des fois, que ça serait pas mal que ça évolue un petit peu aussi, parce que c'est aussi ça qui fait que des gens lambda, en fait, n'osent des fois pas rentrer dans certaines boutiques, alors que si on ose, on se rend compte que on n'est pas forcément regardé de la tête aux pieds et jugé, et que ça tend à changer aussi, et que voilà, la clientèle évolue aussi, quoi. Ouais. Donc après, au niveau de ton marché, donc là, actuellement, c'est plus Europe et Amérique du Nord, c'est ça? Pas trop Asie, du coup? Pas trop Asie. À part la Chine, ouais, j'ai eu 2-3 clients en Corée, en Asie du Sud-Ouest, à Hong Kong, mais en fait, le 70%, c'est Amérique, Europe. Et ouais. Ouais, le Made in China attire pas les Chinois, quoi. Alors là, pour les montres, ils aiment pas. Ils aiment pas du tout. Ouais. Les seuls Chinois qui les ont achetés, c'est des fans de montres. Ou alors, c'est des Chinois qui vivent dans les grandes villes comme Shanghai ou Pékin et qui conduisent des vélos, des Brompton. Ils ne sont pas en voiture, alors que le Brompton, ici, il coûte le prix d'une voiture. C'est vraiment des Chinois qui ont un état d'esprit où ils vont aller chercher à l'extérieur ce qui se fait et ils vont faire la décision. C'est vraiment des acheteurs actifs dans leur. Ils achètent quelque chose comme un symbole de regardez, je suis différent. Je suis pas. Je suis d'ici, mais quand j'achète quelque chose, il y a toute une histoire derrière. Ouais, il y a un petit marqueur social, quoi. Ouais, aussi. Un gros marqueur social. Très gros.
Et la plupart des Chinois ici, d'ailleurs, ont des grosses montres, des trucs qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que la mienne. Et en fait, ils l'achètent justement pour se différencier de tous leurs potes qui ont des Patek, qui ont des... Parce que je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais ici, chacun a une Patek, quoi. C'est devenu... Alors, je ne sais pas si elles sont toutes vraies, ça c'est une autre discussion, mais on a l'impression en Europe, c'est pas trop le cas quand même. Même si on dit que des fois en Suisse, quasiment tous les Suisses ont des Rolex, bon... Après, je pense pas que ce soit non plus super vrai, mais non, en tout cas, ici, il y a des Patek, ça court pas les rues, je pense, en tout cas, mais... Mais oui, le principal marché, c'est Amérique, Europe. Et au final, d'ailleurs, c'est intéressant. Après le Kickstarter, j'ai pu voir en fait tous les bakers, et il y a très peu de Français. Très peu de Français qui, je pense, comme tu le dis, sont plus conservateurs. Ils vont aller vers du Herbelin, du Pékinais. Pékinais, c'est méchant parce qu'ils viennent de sortir des trucs. Elles sont superbes. Ah oui, ils ont vraiment un renouveau chez Pékinais qui est vraiment intéressant. Là, je dois admettre qu'ils ont fait un truc, c'est très, très bien. Mais voilà, c'est très conservateur. J'ai plus d'Allemands, Europe du Nord. Et puis les Allemands aiment les grosses montres aussi. Oui, mais je pense qu'ils prennent plus de risques. C'est aussi possible. Ouais, j'ai trouvé que il y a 2-3 Français, hein, j'en ai pas personne, mais les Français à qui... En fait, j'ai passé les 2 derniers mois à appeler au téléphone ou à faire des zooms avec les bakers pour un peu avoir leur feedback, comment ça s'est passé après 6 mois avec la montre. Parce qu'on a fait le Kickstarter l'année dernière et on a livré en janvier. Et en fait, les Français me disent, bah non, ouais, j'achète que des montres qui sortent du lot. Okay. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment déjà des fans de montres qui sont déjà dans l'optique. Moi, je cherche le truc qui est vraiment différent. Mais il y a une grosse partie des Occidentaux qui sont quand même très tradis ou qui vont aller dans des montres qui ne peuvent pas s'offrir une Daytona. Alors, ils vont prendre une Seiko qui ressemble ou ils vont prendre, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, ils sont plus dans on va chercher un palliatif. Et avoir une montre qui sort vraiment du monde, c'est pas encore ça. Ouais, certains veulent avoir déjà peut-être certaines icônes classiques et seulement après oser acheter quelque chose qui va sortir du lot, en fait, plutôt que de tout de suite sortir du lot. Il y en a qui ont besoin peut-être de se rassurer, d'avoir des choses un peu plus classiques aussi. Ça peut se comprendre en tout cas, mais... Non, je comprends totalement. Et je dénigre pas les autres designs. Hein, c'est juste que c'est une autre manière d'envisager pourquoi on porte une montre. De mon point de vue, ça reste un jouet. Ça reste quelque chose où je veux m'amuser. Il faut vraiment que ça soit ça. Après, il y a des personnes qui, pour eux, c'est un statut social. Ça fait partie de leur collection. Ça fait depuis qu'ils sont petits qu'ils pensent à cette montre. Il y a plein d'histoires. Hein. Il y a différents profils de collectionneurs. Hein. Et puis même, il n'y a même pas forcément besoin d'être collectionneur pour acheter une montre. Mais voilà, il y a différents profils. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de marques, autant de styles, autant de types de montres et de design du coup. Et puis, heureusement, quoi. Parce que si on avait tous la même montre, ce serait chiant, quoi. Ah non, c'est très très bien. Et puis ça permet quand on se fait des soirées de trouver des trucs où on est là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Des petites pépites, ouais. Oui, c'est sympa. Ouais, des trucs complètement dingues. J'aime beaucoup les montres russes, là, Raketa. Ouais. Ils font des trucs super. C'est une belle manufacture. Et puis il y a aussi un Français justement qui est à la tête de Raketa. Hein, donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Je savais pas. Il y a un Français à la tête de Raketa. Ok. Ouais. Et ils font des trucs très très bien. J'aime bien. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est cool en tout cas. Ouais, de toute façon, voilà, je vais mettre des images de la montre pour illustrer un petit peu la vidéo aussi. Donc, ouais, c'est vrai, comme je t'ai dit, c'est vrai que ce qui est pas choquant, mais c'est en premier lieu, c'est la taille. Après, ça dépend ce que je portais aussi avant. Je sais plus. Dernièrement, là, je testais une Baltic MR01 avec un micro-rotor, mouvement chinois aussi, du coup, dedans. Mais pour le coup, elle fait 36 mm, ronde. Donc, tu vois que là, ça change un petit peu. La transition est un peu hard, on va dire. Mais après, non, autrement, voilà, un look, ça c'est indéniable. Et c'est plutôt cool aussi à porter. Moi, le système des cornes, je trouve ça génial. Au début, je me demandais aussi, est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce que je vais pas les casser en tirant dessus ou quoi? Et pas de souci particulier en tout cas.
Et comme je te disais, c'est vrai que alors, c'est vrai que vous avez dû le voir aussi sur les images, mais la couronne, elle est placée donc à 12 heures. Et comme je te disais, la couronne, c'est vrai que je trouve que c'est le petit truc, c'est assez petit à prendre avec les doigts, en fait. Bon, pour la remise en fonctionnement, là, j'ai fait comme avec ma Seiko SKX, comme on en parlait par téléphone, à la remuer un petit peu dans tous les sens, voilà. Ça évite de la remonter manuellement, parce que niveau préhension, c'est un petit peu compliqué. Après, la remise à l'heure, bon, c'est un poil plus épaisse peut-être la couronne, mais après ça c'est mes goûts. Mais voilà, faut pas casser non plus les lignes de la montre, faut que le bracelet puisse aussi ne pas gêner. Donc voilà, je pense que c'est toutes ces petites choses en fait pour lesquelles il faut penser et réfléchir au moment de la création du dessin, tout ça. Donc c'est pas évident en fait de créer une montre de A à Z là pour le coup et sans inspiration. Donc franchement chapeau quand même, hein. Merci. Donc voilà. Mais oui, si on doit refaire le boîtier, on va sûrement ajuster 2-3 trucs et la couronne en fait partie. On ne sait pas si on va l'augmenter ou si on va élargir l'espace pour l'appréhension. Mais ouais, il ne faut pas que ça touche le bracelet. Et ça va être quand même primordial. C'est le challenge, quoi. Ouais. Parce que si ça touche le bracelet, après une semaine, le bracelet il est coupé. Et c'est pas possible. Et après, donc juste pour finir, en termes de tarifs, tu proposes différents packs aussi sur le site. Donc il y a plusieurs, il y a quoi? Il y a deux collections aussi différentes. Il y a Super 8 et puis après comme j'ai là, WR22, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors la Super 8, c'est notre ancienne collection qu'on a tout refait et on a enlevé le deuxième mouvement et on a tout nettoyé et on a fait des back cases en argent et en or blanc. Et on en a fait 40. Donc on a 5 designs différentes avec limité à 8 pièces chacune. Parce que je les fais moi-même ici. Donc c'est moi qui les monte et je dois défaire les mouvements, je dois les donner à l'horloger pour les checker. Et donc ça, c'est une toute petite série. Et la W22, c'est la série qu'on a fait pour le Kickstarter l'année dernière. Donc il m'en reste un petit peu, il m'en reste peut-être 80. Et donc il y a le pack où il y a les 3 montres. Donc on a un packaging comme ça, les vieilles. Et c'est l'idée d'avoir les 3 montres pour avoir la collection entière, la blanche, la bleue et la noire. Et bien sûr, après, se vendre de façon individuelle sur le site. Les prix ont augmenté. Comme partout. C'est exactement pour ça que je les ai augmentés. J'ai reçu le paiement de l'école de mon fils et je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais j'ai augmenté les prix parce qu'en fait, c'est l'ancienne collection, c'est des séries limitées et mes bakers m'ont dit, mais pour la prochaine édition, on ne veut pas que ça soit au même prix. Donc, je suis leur demande. Encore une fois, j'ai passé 2 mois au téléphone avec eux et ils m'ont tous dit la même chose. Donc, je suis micro-marque et donc j'écoute mes bakers qui Mais c'est intéressant ça, parce que du coup, en fait, de l'avis général, ils sont contents, il y a tous leurs avis, ça va permettre aussi de toi, du coup, de faire évoluer le design des montres ou bien de certaines choses à régler, tout ça. Enfin, je pense que ça doit être vachement positif et utile comme avis, comme retour d'expérience. Les retours ont été à 99,9% positifs. J'ai eu un mec qui m'a presque insulté. D'ailleurs, son commentaire est toujours sur le Kickstarter. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas me parler. Mais en fait, il a été extrêmement déçu de la montre. Mais il dit pas pourquoi. Mais toutes les autres personnes à qui j'ai discuté m'ont dit c'est impec. Les commentaires sur la taille sont à peu près comme tu dis. Il y en a qui ont été surpris, il y en a qui le savaient parce qu'ils ont regardé la description et que c'était marqué. Mais en gros, c'est quand même très, très positif et ça aide. Le prix, les commentaires sur le prix ont été aussi très positifs où la plupart des gens m'ont dit « mais c'est incroyable, tu nous as fait un super prix et en fait, ça ne matche pas, c'est pas en corrélation avec le produit, on a reçu le produit et c'est incroyable ». Et en effet, c'est incroyable, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'argent et c'est pour ça qu'il faut que j'augmente mes prix. J'ai vraiment pas fait d'argent sur le Kickstarter, il faut être honnête. Non, mais le ressenti de la montre, franchement, on ressent le côté qualitatif, en fait. C'est vraiment un produit de qualité.
qui fait pas. Enfin, moi, on me dit que c'est une montre faite en Chine. Enfin, clairement, moi, je me le dis pas là, en tout cas. Et même si enfin, même si je le sais, bon, j'arrive quand même à ressentir, voir si c'est quelque chose un beau produit ou pas. Et là, franchement, ouais, en termes de finition, comme tu disais, rien que le poli, en fait, mais ça va être juste horrible pour le mec qui a dû faire ça, mais bon. Mais franchement, non, c'est. Du coup, en termes de prix, maintenant, on est dans quel. 1300, je les ai augmentés à 1300 pour la montre simple et le pack avec les trois, je crois qu'il est à 2000. Je sais pas le site, il faudrait que j'ouvre le site. Je crois que je suis à 2300 quelque chose. En fait. Ouais, non, mais j'ai juste augmenté les prix pour les rendre aussi un petit peu plus attractifs pour ceux qui veulent maintenant les voir. Bah, c'est des séries limitées. Il m'en reste, je crois, la blanche, il m'en reste 20, moins de 20. La bleue, il doit m'en rester 10. Les bleus sont partis aux États-Unis. Ouais, et puis bleu fumé et tout. La bleu fumé est très belle. Joli. Les Américains sont fans de bleu fumé avec les Canadiens. Et la noire, il m'en reste un peu plus, mais en fait, il y a une partie qui va être réservée pour un pack spécial que je vais faire avec Watch Bandit. Ok, un site. J'ai quelques bracelets qui viennent de chez eux d'ailleurs. On va faire un bracelet et un pack spécial Watch Bandit cool. que je vais potentiellement lancer cet été ou peut-être en septembre. Et donc, je garde un petit peu de noir, mais en fait, on a écoulé à peu près 70% de tout ce qu'on avait fait pour Kickstarter. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est positif. Ah, et puis, tu vends même juste les montres, enfin les carrures, quoi, sans bracelet aussi, j'ai vu. Ouais, il y en a quelques-uns qui m'ont acheté la montre et qui sont revenus un mois plus tard et qui ont acheté une autre, mais juste la carrure pour compléter parce qu'ils étaient contents de la montre. Oui, voilà, sans acheter le pack avec les trois finalement, quoi. Ouais. Après, ça, on le voit pas chez d'autres marques, quoi. Je vais pas forcer les gens, ou on peut acheter que les straps aussi, s'il y a un strap qui est... Et j'ai descendu d'ailleurs, parce qu'encore une fois, les bakers me l'ont dit, ils m'ont dit tes prix de straps sont trop chers. Et je leur ai fait, mais il y a un gros morceau de métal là qui me coûte. Et donc, mais j'ai quand même descendu tous les prix des straps justement pour encourager les gens à se dire, attends, mais je veux tester différents straps, je veux m'amuser avec d'autres couleurs. Donc, j'ai ajusté un petit peu dernièrement et j'avoue que je me cherche sur les prix, c'est assez difficile, surtout quand on a différents marchés comme ça. Donc, et que je dois être sûr que la production ne va pas couler ma boîte. Parce que le but, c'est quand même, à la fois pour toi et puis pour aussi les clients, c'est quand même que la marque, elle perdure, ne serait-ce que pour la partie SAV, la partie achat de bracelets, etc. Donc, c'est important aussi d'avoir le côté pérenne de l'entreprise. Ouais. Surtout pour quelque chose qui est vraiment très typé et où, je pense au bracelet. Enfin, le jour où le bracelet il est foutu, finalement. D'ailleurs, petite question, quand le bracelet est usé, est-ce que tu récupères l'ancien bracelet pour le rééquiper, enfin pour rééquiper les cornes, ou comment ça se passe en fait? Carrément, on peut faire ça. On peut récupérer Mais pour l'user, le bracelet, il faut y aller. Moi, il y a des bracelets. Oui. Non, mais après, des fois, on ne sait jamais. Hein. Je me dis, dans 10 ans, quand tu seras installé en France et tout. Ah ouais. Non, pas de problème. Enfin, on a un partenaire en Angleterre qui fait le SAV global. C'est Horologium. Donc, c'est Raphaël, qui est un mec super sympa en Angleterre. On s'est contacté avant le Kickstarter et en fait, on s'est mis d'accord. Il a des contacts un peu partout sur la planète et s'il y a un problème, il faut lui envoyer à eux. Ok. Et si c'est en Asie, on les prend ici direct, on les envoie à Hong Kong et à Hong Kong, le bureau peut faire le service. Et pour s'il y a des problèmes comme le bracelet, des choses comme ça, on est une petite structure, donc les réponses sont assez rapides. Ça, c'est aussi le côté agréable en fait des petites marques, en fait, c'est que les informations ne sont pas noyées entre différents services, c'est pas compliqué de joindre la bonne personne. Et il y a une écoute, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment toujours le bon côté des petites marques. Et c'est ce qui manque des fois aux grandes. Mais bon, je comprends qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Mais là, en tout cas, c'est un super avantage. Ouais, arriver à une certaine taille, je les comprends, c'est pas possible. Là, on est organique encore. Hein. C'est ou moi ou Bastien. Voilà, ça va, c'est pas trop compliqué du coup. C'est pas trop compliqué, ouais. Non, mais c'est top. Super.
Bah, je pense qu'on a fait, on a fait le tour là, je dirais en tout cas. Donc je sais pas si toi tu avais d'autres choses à dire. Hein. Comme dit, c'est pas radio libre, mais presque. Hein. Mais presque. Non, Voilà, non, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'ai expliqué un petit peu où on veut aller et pourquoi et d'où on est parti. Et je pense que j'ai fait le tour. Je lance un appel à investisseurs si des gens, parce que vraiment, ça fait plusieurs années que je cherche et je trouve personne. Et ça serait pour faire ça en France. Donc on a fait une estimation justement avec Raphaël, avec Horologium, qui pourrait les monter. Et il y en a pour 25 000 euros pour faire les prototypes. bon, bah, Donc l'appel est lancé hein, du coup. voilà, si des gens veulent, on discute et je donne des parts de la boîte. J'ai une boîte à Hong Kong qui gère, donc ils peuvent avoir des parts de la boîte en échange. Mais ça serait la prochaine grosse étape. Je pense que ça aiderait. Bon, bah, de toute façon, je mettrai aussi tout ce qui est lien dans la description vers le site de ta marque, Volkov et tout. Donc voilà, de toute façon, c'est pas trop compliqué non plus de trouver les infos, donc ça devrait aller. Ouais, Internet est quand même bien fait. Mais oui. Autant l'utiliser correctement. Donc voilà, si ça peut servir à ça, en tout cas, c'est cool. Mais voilà. Bon, bah du coup, si on a fait le tour, bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, hein, comme d'habitude, ce que vous pensez, de toute façon, de ce genre d'entretien. Voilà, lâchez-vous. Je pense que tu passeras aussi peut-être regarder les commentaires et répondre peut-être s'il y a des questions. Ouais, je peux répondre. Ouais, carrément, s'il y a des questions, je peux répondre direct sous la vidéo. Pas de problème. Voilà, donc ce sera avec plaisir si vous laissez des commentaires. Et puis, bah, abonnez-vous aussi, hein, c'est gratuit de toute façon. Et puis bah, je te remercie en tout cas, William, pour cet entretien. C'était super intéressant. Et puis, j'aurais jamais pensé parler avec quelqu'un de Shanghai aussi bien et aussi facilement. En même temps, en français, c'est pas compliqué. Parce qu'en chinois, ça aurait pas été, c'était pas mon truc, mais voilà, non, c'était très sympa. Donc, je te remercie en tout cas pour le temps accordé. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, hein, comme toutes les semaines. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, William. Au revoir, merci. Et puis, bonne continuation. Salut. Ouais. Salut.